On dit que la mort prévient quand elle arrive, mais pour ma mère, elle est venue sans frapper à la porte. Ce que je ne savais pas ce matin froid, c'est qu'avec elle, un monstre de chair et d'os entrerait dans notre maison, portant le masque d'un grand-père. Quand il a souri pour la première fois à ma petite sœur, j'ai vu dans ses yeux quelque chose qu'aucune fille ne devrait reconnaître. Mais aujourd'hui, je suis ici pour raconter comment j'ai survécu et comment j'ai fait justice de mes propres mains. Je m'appelle Teresa Aparecida Mendoza. J'ai 85 ans sur le dos, mais cette histoire commence bien plus tôt, quand je n'avais que 16 ans, en 1954, dans un village perdu appelé Santa Maria del Rio, au fin fond de Oaxaca, un endroit si petit qu'il n'apparaissait même pas bien sur les cartes, niché entre de hautes collines qui cachaient nos secrets les plus sombres au reste du monde. Dans ces parages, tout le monde me connaît comme Doña Teca des broderies, car pendant plus de 5 décennies, mes doigts ont transformé fils et aiguilles en fleurs, oiseaux et rêves sur les nappes, draps et robes des familles d'ici. Ces mains, maintenant ridées comme la peau d'un téjocote mûr, ont été fermes et décidées, aussi bien pour broder que pour faire ce qui devait être fait quand le moment est venu. Je suis née dans une famille simple mais honnête. Ma mère, Josepha, travaillait comme domestique dans les maisons des propriétaires terriens et parfois lavait du linge dans la rivière pour compléter nos revenus. Petite de taille, mais immense de courage. De mon père, je ne connais que les histoires que ma mère racontait les soirs à la lumière du quinquet. Benito était son nom. Il est parti avant même ma naissance, disant qu'il allait chercher du travail dans les plantations de café de Veracruz et il n'est jamais revenu. Certains disaient qu'il était mort dans une rixe avec les contremaîtres d'un grand propriétaire, d'autres qu'il avait fondé une autre famille. La vérité est morte avec ma mère. Nous étions 3 femmes à la maison, ma mère, moi et ma petite sœur Maria del Carmen, que tout le monde appelait Carmencita, 7 ans plus jeune que moi. Nous vivions dans une hutte de Bajarec, avec un toit de palme qu'il fallait renforcer à chaque forte pluie, et un sol en terre battue que je balayais 3 fois par jour pour le garder propre et sans poussière. Nous avions peu, mais ce peu était toujours bien rangé, car ma mère disait toujours « La pauvreté n'est pas une excuse pour la négligence ». Avant de continuer l'histoire, je voudrais vous demander un petit moment. Si ce récit d'une vieille femme vous plaît, s'il vous plaît, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne de ma petite fille qui m'aide à enregistrer ceci. Chaque abonnement est comme une étreinte que je reçois, et cela me donne la force de continuer à partager. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous me regardez. Internet est une chose magique qui me permet d'entrer dans vos foyers partout au Mexique, et cela réchauffe mon vieux cœur. Notre routine était simple mais épuisante. Nous nous réveillons quand le ciel était encore sombre, avec les premières poules caquetant dans la cour. Ma mère préparait un café noir et des galettes de maïs quand il y en avait, ou juste un atoll léger les jours les plus difficiles. Ensuite, elle partait travailler dans les maisons des autres, et moi, je restais pour m'occuper de notre petite maison, de la petite Carmencita, du potager que nous avions à l'arrière, et je faisais encore quelques points de couture sur les travaux qu'on me confiait à domicile. Le soir, quand ma mère rentrait épuisée, les pieds enflés et les mains rouges d'avoir frotté du linge et des sols, elle trouvait encore la force de nous raconter des histoires avant de dormir. « Étudie, Teresa, me disait-elle toujours, seule l'étude te sortira de cette vie. » Et j'étudiais autant que possible à la petite école rurale, qui se trouvait à plus d'1 heure de marche de chez nous. J'ai appris à lire et à écrire, à compter, et surtout, j'ai appris à rêver d'un avenir différent. La maîtresse, Doña Céleste, disait que j'avais du talent avec mes mains et avec les lettres, que je pourrais devenir enseignante un jour. Qui sait? Notre vie était dure, mais il y avait de l'amour. Ma mère, malgré la fatigue marquée sur son visage, toujours. Elle avait toujours une étreinte serrée, une caresse prolongée, un mot tendre. Elle cousait nos vêtements avec des morceaux de tissu que les patronnes lui donnaient, faisant de vrais miracles avec des étoffes que personne d'autre ne voulait. Elle nous enseignait des valeurs, le respect, et surtout à être forte. Une femme entourée d'hommes doit être comme le nopal, disait-elle. Elle se plie, mais ne se casse pas. Nous n'étions pas préparés pour cet après-midi d'octobre. La chaleur commençait déjà à peser, annonçant que l'été serait rude cette année-là. Ma mère était partie tôt à la maison de Don Justino pour aider aux préparatifs d'une fête qui devait se tenir le week-end. J'étais à la maison en train d'enseigner à Carmencita comment broder des fleurs sur un vieux morceau de tissu quand j'ai vu le fils du propriétaire arriver à cheval avec une expression qui m'a glacé le sang. « C'est ta mère, Teresa, dit-il sans descendre de cheval. Elle a eu un accident. Viens vite. » J'ai pris Carmencita par la main et nous avons couru pieds nus, sentant les pierres blesser nos pieds sans même remarquer la douleur. En arrivant à la hacienda, un petit groupe de personnes était réuni sous l'abri où se trouvait le four à bois. J'ai écarté les gens et j'ai vu ma mère allongée sur le sol en terre battue.
Un filet de sang s'échappait du coin de sa bouche. Son visage avait une couleur étrange que je n'avais jamais vue. La femme du propriétaire, Doña Eulalia, était agenouillée à côté d'elle, pleurant et se signant. « C'était si rapide, ma fille », me dit-elle en me tenant la main. « Ta mère faisait rôtir une cuisse de mouton dans le four quand soudain elle a gémi, s'est tenue la poitrine et est tombée. Nous n'avons même pas eu le temps d'appeler le médecin. Le docteur du village, le docteur Arlindo, est arrivé presque 1 heure plus tard, quand il n'y avait plus rien à faire, sinon confirmer ce que tout le monde savait déjà. Le cœur, dit-il en refermant sa mallette noire. Il s'est arrêté subitement. Elle n'a pas souffert. Comme si cela suffisait à consoler 2 petites filles tout juste devenues orphelines dans un monde qui ne pardonne ni la faiblesse ni la solitude. Les jours suivants ont passé comme dans un cauchemar brumeux. La famille du propriétaire, dans un rare geste de bonté envers des gens comme nous, a payé pour le cercueil simple et pour l'enterrement. J'ai vu ma mère descendre dans la terre du petit cimetière du village, sous un ciel étrangement bleu et trop beau pour un jour aussi triste. Carmencita n'arrêtait pas de pleurer en s'accrochant à ma jupe, sans vraiment comprendre pourquoi maman était partie sans dire au revoir. Nous sommes rentrés ce soir-là, 2 fillettes seules dans un monde hostile. Je me suis couchée avec Carmencita dans le lit qui n'était qu'à moi auparavant. Aucune de nous ne voulait dormir dans le lit vide qui avait appartenu à notre mère. Je suis restée éveillée toute la nuit à écouter les sanglots de ma sœur pendant qu'elle dormait, en pensant à ce qu'allait devenir notre vie. Nous n'avions pas de proches, pas d'argent, et la maison où nous vivions était prêtée par l'un des propriétaires pour qui ma mère travaillait. La réponse est arrivée 3 jours après l'enterrement, sous la forme d'un homme que je ne connaissais que par des histoires, certaines bonnes, beaucoup mauvaises. Mon grand-père maternel, don Jeremia, est apparu à notre porte un dimanche matin, monté sur un cheval maigre, portant seulement des sacoches avec ses affaires. C'était un homme de taille moyenne, mais avec une présence qui semblait remplir toute la pièce. Cheveux grisonnants, barbe non rasée, yeux petits et enfoncés qui semblaient tout jauger autour, grande main calleuse de quelqu'un qui a passé sa vie à travailler la terre. « Je suis venu vous chercher, dit-il sans cérémonie, entrant dans la maison sans demander la permission. Je suis le père de Josepha. Vous allez venir vivre avec moi maintenant. » Ce que je savais de lui était peu et rien de bon. Ma mère parlait rarement de son père. Et quand elle le faisait, sa voix était amère. Je savais que ma grand-mère était morte depuis plus de 10 ans, qu'il vivait seul sur une petite propriété à quelques lieues de là, avec quelques animaux et un champ de maïs de subsistance. Je savais aussi qu'il s'était fâché quand ma mère était tombée enceinte de moi sans être mariée, et qu'il l'avait chassée de chez lui en disant qu'il ne voulait pas d'une fille dévergondée. Mais à ce moment-là, quel choix avions-nous? C'était lui ou l'abandon total. Peut-être même la séparation entre Carmencita et moi. Peut-être une vie encore pire, servante dans une maison de famille où nous n'aurions même pas droit à nos propres noms. « Prenez ce qui est à vous », ordonna-t-il en regardant notre pauvreté avec mépris. « Seulement ce qui rentre dans un sac de Ixtol, le reste reste. » Ainsi, le cœur serré comme un poing fermé et la gorge sèche de peur déguisée en courage, j'ai rassemblé nos quelques vêtements, la poupée de chiffon de Carmencita, la vieille Bible de ma mère et la photo jaunie d'elle que nous gardions comme un trésor. Tout tenait dans un seul sac. Sac que mon grand-père attacha à la croupe du cheval. La petite fille vient avec moi sur le cheval. Toi, tu marches derrière, dit-il en soulevant Carmencita et en la plaçant devant la selle, sans douceur mais sans brutalité non plus. J'ai jeté un dernier regard à la cabane qui, malgré toutes les difficultés, avait été notre foyer, l'endroit où notre mère nous avait élevés avec tant d'amour. Je sentais les larmes vouloir sortir, mais je les retenais de force. Je n'allais pas pleurer devant cet homme qui, d'après ce que je pouvais deviner, méprisait tout signe de ce qu'il considérait comme de la faiblesse. Ainsi commença notre nouvelle vie. Une marche de plus de 3 heures jusqu'à la propriété de mon grand-père. Je suivais le cheval maigre sur le chemin de terre, sentant les ampoules se former sur mes pieds, la poussière collée à la sueur, l'incertitude collée à mon âme. Carmencita restait silencieuse, les yeux rouges d'avoir trop pleuré, accrochée fermement au pommeau de la selle. Quand nous sommes enfin arrivés, j'ai vu une maison en bois simple, mais plus grande que la nôtre, une petite enclos avec quelques vaches maigres, une porcherie avec une demi-douzaine de cochons, un poulailler et un champ de maïs, haricots et courges. C'était une propriété modeste mais autosuffisante. Personne n'y mourait de faim, pensais-je. Et c'était déjà quelque chose. Vous restez dans la chambre du fond, dit mon grand-père en descendant et en aidant Carmencita à descendre. Il n'y a qu'un lit, mais ça suffit pour 2. Demain matin, on parlera des règles de la maison. Cette première nuit fut très étrange.
Le matelas de feuilles de maïs était dur, l'oreiller mince, et la chambre sentait l'humidité, comme si personne n'y avait dormi depuis longtemps. J'ai serré Carmencita dans mes bras, qui sanglotait doucement en appelant maman, et je me suis promis que quoi qu'il arrive, je protégerais ma petite sœur. Je ne savais pas exactement de quoi ou de qui je devais la protéger, mais il y avait quelque chose dans le regard de mon grand-père qui me mettait mal à l'aise, une ombre qui passait dans ses petits yeux quand il nous regardait, surtout Carmencita. Je ne me doutais pas cette nuit-là à quel point mon pressentiment était juste, ni ce que nous allions affronter dans les mois à venir. Je n'imaginais pas non plus que ce toit qui nous protégeait de la pluie deviendrait une prison, ni que l'homme qui nous avait accueillis par obligation de sang révélerait le démon qu'il portait en lui. Encore moins que ses mains, qui brodent aujourd'hui des ouvrages délicats, se tacheraient un jour de sang au nom de la justice que personne d'autre ne ferait pour nous. Les premiers jours dans la maison de mon grand-père furent une adaptation difficile, comme des sandales neuves qui blessent jusqu'à ce que le pied s'y habitue. Il est vite devenu évident que don Jeremia ne nous avait pas prises par affection ou devoir familial, mais par intérêt personnel. Il avait besoin de mains pour les tâches de la maison qu'il faisait seul depuis la mort de ma grand-mère. Et là, dans cette propriété isolée, 2 filles valaient plus qu'une servante. Elles ne coûtaient rien d'autre que la nourriture qu'elles mangeaient. Ici, personne ne mange gratuitement, dit-il le premier matin alors que le soleil n'était pas encore levé et que j'étais déjà debout à essayer de comprendre comment fonctionnait le brasero rouillé. On va mettre les règles au clair. Toi, Teresa, tu t'occupes de la maison, de la nourriture et du linge. La petite aide comme elle peut. Moi, je m'occupe du champ et des animaux. Le dimanche matin, on va à la messe au village pour que personne ne dise que j'élève 2 filles sans crainte de Dieu. J'ai accepté en silence, car au fond je m'y attendais déjà. Après tout, quel choix avait une fille de 16 ans avec une fillette à charge, sans argent, sans études complètes, sans autres proches? Le monde n'est pas un endroit accueillant pour les femmes seules, encore moins pour des fillettes. Bientôt, la routine s'est installée. Se lever avant le soleil, préparer le café pour le grand-père, s'occuper des poules, faire le déjeuner, laver le linge au ruisseau qui passait derrière la propriété, nettoyer la maison, s'occuper du potager, aider Carmencita avec ses leçons que je lui enseignais moi-même, puisque l'école la plus proche était trop loin pour y aller à pied tous les jours. Le soir, après avoir servi le dîner à mon grand-père, je raccommodais encore des vêtements, égrenais du maïs, pelais des courges. Le travail ne s'arrêtait jamais. Carmencita, même à seulement 9 ans, faisait ce qu'elle pouvait. Elle balayait la cour, nourrissait les poules, m'aidait à étendre le linge. C'était une enfant douce, avec un sourire qui illuminait le jour le plus gris. Même avec toute la douleur d'avoir perdu notre mère, elle trouvait encore de la beauté dans les petites choses. Un papillon bleu dans le jardin, un oisillon tombé du nid, les premières étoiles apparaissant dans le ciel nocturne. « Teka » me demandait-elle parfois quand nous étions seuls. « Tu crois que maman peut nous voir depuis le ciel ?» « J'en suis sûre » lui répondais-je en avalant le nœud dans ma gorge. Dans la gorge. Et je suis sûre qu'elle est fière de la façon dont tu grandis, forte et bonne. Pendant presque 3 mois, les choses sont restées ainsi, dures, mais supportables. Mon grand-père parlait peu avec nous, juste ce qui était nécessaire. Il passait ses journées dans le champ ou à s'occuper des animaux, et ses soirées à boire du mescal, assis sous le porche, à fumer ses cigarettes de feuilles qu'il roulait lui-même. Parfois, je le surprenais à nous regarder avec une expression étrange, surtout Carmencita, mais je pensais que c'était simplement sa manière d'être, un vieil homme aigri, incapable de gérer des filles jusqu'à cette nuit-là, celle qui changea tout. Une nuit de pluie violente, avec des éclairs qui faisaient trembler la vieille maison. Carmencita et moi étions dans notre lit, enlacés, essayant de dormir malgré le bruit de la tempête. Ce soir-là, mon grand-père avait bu plus que d'habitude. C'était le jour du versement de sa petite pension. Et il revenait toujours du village plus ivre ces jours-là. Je me suis réveillée au bruit de la porte de notre chambre. Dans l'obscurité, on ne distinguait que sa silhouette debout dans l'encadrement, tenant une lampe à huile qui projetait des ombres distordues sur les murs. « Viens ici, petite » appelait-il d'une voix pâteuse d'alcool. Je pensais qu'il me parlait, mais ses yeux, brillant à la lumière jaunâtre de la lampe, étaient fixés sur Carmencita, qui dormait encore. « Que se passe-t-il, grand-père » demandai-je en m'asseyant dans le lit, le cœur battant sans savoir pourquoi. « Ce n'est pas toi, » répondit-il, avec une irritation contenue dans la voix. « C'est la petite, je veux lui montrer quelque chose. »« Il est tard, » répondis-je, essayant de garder la voix ferme malgré la peur qui grandissait. « Carmencita dort déjà, vous lui montrerez demain. » Il fit un pas dans la chambre, et l'odeur de mescal et de sueur envahit l'espace exigu. « Ne me dis pas quoi faire dans ma propre maison, petite insolente, »
grogna-t-il. C'est moi l'homme ici. Vous mangez ce que je vous donne. Vous dormez sous mon toit. Maintenant réveille cette fille et dis-lui de venir avec moi. À cet instant, quelque chose se brisa en moi. Je ne saurais l'expliquer, mais c'était comme si je voyais avec une clarté absolue ce qui allait arriver si je laissais Carmencita partir avec lui, comme si toutes les histoires chuchotées par les femmes de la région sur les hommes ivres et les filles sans défense se matérialisaient devant mes yeux. Elle n'ira nulle part, dis-je en me levant et me plaçant entre le lit et lui. Retournez dans votre chambre et dormez. C'est le mescal qui parle. Je vis quelque chose passer sur son visage, de la colère, de la surprise, puis un sourire qui me glaça jusqu'aux os. Toujours aussi insolente, dit-il en avançant d'un pas. Pareil à ta mère. Tu crois que tu commandes ici? Je vais te montrer ta place. Quand il leva la main pour me frapper, je ne reculai pas. Je reçus la gifle de toute sa force, sentant le goût métallique du sang dans ma bouche. Mais je ne bougeai pas. S'il voulait passer, il devrait me renverser d'abord. Carmencita se réveilla en sursaut, apeurée, et se mit à pleurer. Cela sembla aggraver son humeur. Tais-toi, petite pleurnicheuse. Je vais te donner une vraie raison de pleurer si tu ne t'arrêtes pas. C'est alors que je le poussai. De toutes mes forces de fille de 16 ans, je poussai cet homme adulte, le faisant chanceler en arrière, surpris par une attaque qu'il n'attendait pas. Sortez d'ici, criai-je en saisissant la lampe qu'il avait laissée sur une table, la brandissant comme une arme. Sortez de notre chambre maintenant ou je vous jure que je vous mets le feu, vous et toute cette maison. Il a dû voir quelque chose dans mes yeux, une détermination sauvage que je ne me connaissais pas, car il recula jusqu'à la porte en me regardant avec haine. Ça ne restera pas comme ça, menaça-t-il en me pointant du doigt. Demain on en reparlera, quand je serai sobre et toi moins folle. Une fois qu'il fut parti, j'ai sécurisé la porte avec la cale improvisée que nous utilisions. Un bout de bois coincé entre la porte et le cadre. Ce n'était pas grand-chose, mais ça nous avertirait s'il essayait de revenir. Je suis retournée au lit en prenant Carmencita dans mes bras. Elle tremblait de peur. « Que voulait le grand-père, Teka » demanda-t-elle entre deux sanglots. « Rien d'important » mentis-je en lui caressant les cheveux. « Il a trop bu, il était confus. »« Dors, ma petite, je suis là. Rien de mal ne t'arrivera. » Mais pendant qu'elle se rendormait dans mes bras, moi, je suis restée éveillée toute la nuit, les yeux fixés sur la porte, le cœur tambourinant dans la poitrine. Quelque chose avait changé cette nuit-là, quelque chose de fondamental. Une ligne avait été franchie, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Le lendemain matin, mon grand-père agit comme si de rien n'était. Il prit le café que j'avais préparé en silence. Il partit au champ, comme toujours, mais une tension flottait dans l'air, aussi dense que la brume qui couvrait les champs en hiver. Je savais que ce n'était que. Ce ne soit que le début. J'ai passé toute la journée sur le qui-vive, gardant Carmencita toujours près de moi, ne la laissant jamais seule, pas même un instant. Le soir, quand j'ai entendu ses pas s'approcher de notre chambre, j'ai poussé la commode lourde contre la porte, faisant assez de bruit pour qu'il sache que nous étions réveillés et préparés. Les pas se sont arrêtés, ont hésité, puis se sont éloignés. Cette nuit-là, nous étions en sécurité, mais je savais que cela ne pouvait pas durer éternellement. Tôt ou tard, il trouverait un moyen. Tôt ou tard, je serais distraite, fatiguée ou simplement pas assez forte pour l'en empêcher. C'est 2 semaines plus tard que le pire arriva. J'étais allée chercher de l'eau au ruisseau, laissant Carmencita à la maison parce qu'elle avait un léger rhume. Cela n'a duré que quelques minutes, juste le temps de remplir 2 seaux et de revenir. Mais en entrant dans la cuisine, je ne l'ai pas vue là où je l'avais laissée, dessinant à la petite table près du feu. « Carmencita » ai-je appelé, sentant un froid dans le ventre qui n'avait rien à voir avec le vent de juin. J'ai entendu un son étouffé venant de la chambre de mon grand-père, un sanglot contenu que je reconnaîtrais n'importe où. J'ai laissé tomber les seaux, peu importe l'eau renversée, et j'ai couru. La porte de la chambre était fermée, mais pas verrouillée. Quand je l'ai ouverte, la scène que j'ai vue s'est gravée dans ma mémoire pour toujours. Comme un fer rouge marque la peau. Mon grand-père était assis sur le lit et Carmencita. Mon Dieu, ma petite Carmencita. Était sur ses genoux, sa petite robe relevée, ses jambes maigres exposées, le visage déformé par la douleur et la confusion. « Qu'est-ce que tu crois faire » hurla-t-il en me voyant, repoussant Carmencita si violemment qu'elle tomba au sol. Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas parler. Quelque chose de primitif s'est emparé de moi. Je n'étais plus Teresa, la fille obéissante acceptant son destin. J'étais une force de la nature, de la rage pure, un instinct de protection brute.
Je me suis jetée sur lui sans réfléchir, les ongles tendus vers son visage, hurlant des mots dont je ne me souviens même plus. Il m'a attrapée par les poignets et m'a jetée contre le mur avec une telle force que l'air a quitté mes poumons. « Ta mère était pareille, dit-il en se levant et en venant vers moi, les yeux pleins d'une haine ancienne, toujours à se croire meilleure que tout le monde. C'est pour ça qu'elle a été chassée d'ici. C'est pour ça qu'elle est morte seule, sans personne. Et toi, tu finiras pareil si tu n'apprends pas ta place. » Quand il leva la main pour me frapper à nouveau, je vis Carmencita se relever derrière lui, saisir un lourd chandelier en métal posé sur la commode et le frapper de toutes ses forces derrière le genou. Ce ne fut pas suffisant pour le faire tomber, mais il rugit de douleur et se retourna. J'ai profité de la distraction pour me relever, prendre Carmencita par la main et courir hors de la chambre. Nous avons de nouveau barricadé la porte de notre chambre, poussant tout ce que nous avions de lourd contre elle. « J'ai peur, Teka » pleurait Carmencita, recroquevillée dans un coin du lit. « Il m'a fait mal. Il a dit qu'il allait m'apprendre à être une bonne fille, mais ça faisait si mal. »« Il ne te fera plus jamais de mal, » promit-je en la serrant si fort que je pouvais sentir son petit cœur battre à toute vitesse contre ma poitrine. « Plus jamais. On va partir d'ici. »« Où ?» demanda-t-elle, les yeux pleins de larmes. « Bonne question. Où pouvions-nous aller, deux fillettes seules, sans argent, sans personne ? Le village le plus proche était à plus d'une journée de marche. Nous n'avions pas d'autres parents connus. Les autorités nous renverraient probablement, ou pire, nous sépareraient. Je ne sais pas encore, répondis-je honnêtement. Mais on trouvera un endroit, je te le promets. Cette nuit-là, pendant que Carmencita dormait enfin, épuisée d'avoir tant pleuré, je restais éveillée à planifier. Nous ne pouvions pas simplement fuir. Nous ne survivrions pas une semaine. Il nous fallait de l'argent, un plan, une destination, et nous avions besoin de sécurité immédiate. C'est alors que j'ai commencé à comprendre qu'il n'y avait pas d'issue facile. Que parfois, la seule justice possible est celle que l'on fait de ses propres mains. La justice que personne d'autre ne rendrait pour nous, parce que personne ne se souciait de deux filles pauvres au bout du monde. Alors que j'écoutais les ronflements de mon grand-père à travers la mince paroi, j'ai commencé à élaborer un plan qui changerait nos vies pour toujours, qui tacherait mes mains de sang, mais qui nous donnerait la liberté et la sécurité que Carmencita méritait, que nous méritions toutes les deux. J'ai regardé mes mains à la faible lumière de la lune qui entrait par la fenêtre. Des mains d'enfant, encore pleines de callosité due au dur labeur. Des mains qui savaient faire des tortillas, broder des fleurs, tresser des cheveux, bercer une fillette pour dormir. Des mains qui allaient bientôt connaître le poids de retirer une vie pour en sauver une autre. Quoi qu'il arrive, maman, murmurai-je dans l'obscurité comme une prière. J'espère. Tu comprendras pourquoi, et que tu seras à nos côtés quand le moment viendra. Dans les jours qui ont suivi cet après-midi horrible, Carmencita a changé. L'éclat dans ses yeux, cette joie naturelle que même la mort de notre mère n'avait pas complètement éteinte, était maintenant voilée par une ombre. Elle ne parlait presque plus, ne souriait plus, dormait mal, se réveillait en pleine nuit en criant, son petit corps tremblant de peur, avec des cauchemars qu'elle n'avait pas besoin de me décrire pour que je sache de quoi il s'agissait. Et moi, je bouillonnais à l'intérieur. Une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant grandissait en moi comme de la mauvaise herbe après la pluie, mais je ne pouvais pas me permettre de perdre le contrôle, d'agir sans réfléchir. Carmencita avait besoin de moi entière, forte, lucide. Elle avait besoin d'une grande sœur qui soit aussi une mère, un père, une protectrice, une guérisseuse d'âme. Pendant les premiers jours, je gardais Carmencita toujours à mes côtés. Je ne la laissais pas seule une seule minute. Nous dormions enfermés dans la chambre, la commode lourde poussée contre la porte. Durant la journée, nous faisions les tâches ensemble. Elle m'accompagnait pour chercher de l'eau, pour laver le linge au ruisseau, pour nourrir les poules. Même quand je cuisinais, je la gardais assise près du feu, lui racontant des histoires pour la distraire, chantant les chansons que notre mère chantait. Mon grand-père, après cet épisode, s'était un peu retiré. Peut-être avait-il été effrayé par ma réaction. Peut-être attendait-il simplement une meilleure occasion. Il continuait à nous regarder de ses petits yeux froids, mais gardait ses distances. Parfois, je le surprenais en train d'observer Carmencita avec un regard qui me retournait l'estomac, mais il détournait les yeux lorsqu'il remarquait que je l'avais vu. Ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir les efforts maladroits de ma sœur pour paraître bien, pour ne pas m'inquiéter. Elle essayait de sourire quand elle croyait que je regardais. Elle faisait des dessins colorés comme avant, mais cela ne touchait plus ses yeux. C'était comme si une partie d'elle avait été enterrée dans cette chambre, avec l'innocence que chaque enfant mérite de garder. Teka,
me demanda-t-elle un soir alors que nous étions couchés dans l'obscurité. Pourquoi grand-père m'a-t-il fait ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux à cette question. Comment expliquer à une enfant de 9 ans que des monstres existent dans le monde, et que parfois ces monstres font partie de notre propre famille? Comment lui faire comprendre que ce n'était pas sa faute? Que rien de ce qu'elle aurait pu faire ne justifierait ou ne provoquerait cette violence? Non, mon amour, répondis-je en prenant ses petites mains dans les miennes. Tu n'as jamais rien fait de mal. Grand-père est malade, dans la tête et dans le cœur. Certaines personnes sont comme ça. Elles font de mauvaises choses, même si elles savent qu'elles ne devraient pas. Mais cela n'a rien à voir avec toi. Tu es parfaite, exactement comme tu es. Alors pourquoi ça fait si mal ici? Demanda-t-elle en pointant son torse. C'est comme s'il y avait un trou. Je n'avais pas de réponse facile. Je ne pouvais pas lui promettre que la douleur passerait vite, car je savais que des blessures comme celle-ci laissent des cicatrices pour toute la vie. Ce que je pouvais faire, c'était être là, lui tenir la main dans l'obscurité, la protéger d'une nouvelle douleur, et peut-être, avec beaucoup de soin et d'amour, l'aider à reconstruire un peu de la confiance perdue. La douleur passera peu à peu, lui dis-je avec toute la sincérité dont j'étais capable. Elle ne disparaîtra pas complètement, mais elle deviendra plus petite. Et en attendant, on est ensemble. Je ne laisserai plus jamais rien de mal t'arriver. Je le promets sur la mémoire de notre mère. J'ai commencé à penser à des moyens de l'aider à retrouver un peu de joie, un sentiment de sécurité. Je me suis souvenu des enseignements de ma mère, des herbes qu'elle connaissait, des histoires qu'elle racontait sur la guérison pas seulement du corps, mais aussi de l'âme. J'ai commencé à me lever plus tôt que d'habitude, avant même que le soleil ne se lève, pour cueillir des herbes dans la colline derrière la maison. Basilic pour apaiser, mélisse pour aider à dormir, camomille pour calmer les nerfs. Je faisais des tisanes que je donnais à Carmencita en lui racontant comment notre mère disait que ces plantes avaient le pouvoir de chasser les ombres de l'âme. La nuit, quand elle faisait des cauchemars, je lui chantais doucement à l'oreille, des berceuses de notre enfance. Je lui tressais les cheveux chaque jour. Je lui disais que chaque tresse contenait une protection spéciale. C'était superstitieux, peut-être même une bêtise, mais si cela lui apportait un peu de réconfort, cela valait la peine. Un mois après ce jour terrible, je commençais à remarquer de petits changements. Carmencita recommençait à chanter en se lavant les mains au lavabo. Je la surpris en train de donner des noms aux poules de la cour, leur parlant comme elle le faisait avant. Un après-midi, j'entendis son rire, fragile comme une aile de papillon, mais un rire tout de même. Quand un poussin tout juste éclos est monté sur sa sandale. De petits signes de guérison, fragiles comme les premières pousses après le gel, mais qui me remplissaient d'espoir. Ma petite sœur retrouvait le chemin vers elle-même, pas à pas, jour après jour, et je serais là pour la soutenir à chaque centimètre de ce parcours. Pendant ce temps, je continuais à élaborer mon plan. Nous n'avions pas d'argent pour fuir, mais j'avais découvert que mon grand-père gardait une petite boîte en métal au fond de son armoire, où il rangeait l'argent de sa modeste pension. J'avais commencé à observer sa routine de plus près, notant quand il allait au village, quand il revenait, quand il buvait jusqu'à s'endormir sur le porche. Je prêtais aussi plus d'attention aux conversations quand nous allions à la messe le dimanche. J'entendais les femmes parler de travail dans les grandes villes, de familles cherchant des domestiques, de la nouvelle usine textile ouverte à Oaxaca, à près de 100 kilomètres de là. C'est un de ces dimanches matins que j'ai rencontré Doña Mathilde, une dame d'environ 60 ans, veuve d'un commerçant, récemment installé au village. Elle semblait différente des autres femmes d'ici. Elle portait des vêtements citadins, parlait de livres et de musique, et s'adressait aux enfants avec douceur, même à Carmencita. « Ta petite sœur a des yeux intelligents », m'a-t-elle dit après la messe, alors que nous étions assises sur un banc de la place. Mon grand-père était parti s'humecter la parole à la cantine avec d'autres hommes, comme tous les dimanches, ce qui nous laissait 1 heure ou 2 de liberté. Mais il y a en eux une tristesse qui n'est pas naturelle chez une enfant de cet âge. Je n'ai pas répondu tout de suite, méfiante. Je n'avais pas l'habitude que des inconnus remarquent des choses sur nous ou sans souci. La vie n'a pas été facile, ai-je fini par dire, gardant les détails pour moi. Nous avons perdu notre mère il y a quelques mois. Doña Mathilde acquiesça, ses yeux fixés dans les miens d'une manière qui semblait voir bien plus que ce que je voulais montrer. Et maintenant vous vivez avec le grand-père, conclut-elle. Ce n'était pas une question. Je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai perdu ma mère jeune. Moi aussi, j'ai été élevée par des parents qui, eh bien, n'avaient pas le cœur le plus tendre. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a donné l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui comprendrait,
qui avaient peut-être traversé des choses semblables. Pourtant, je restais sur mes gardes. Faire confiance était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dit-elle en griffonnant quelque chose sur un bout de papier qu'elle sortit de son sac, j'habite dans la maison bleue, au bout de la rue principale. La porte est toujours ouverte pour vous deux. J'ai gardé ce papier comme un talisman. Je ne savais pas si j'aurais un jour le courage de frapper à cette porte, de faire confiance à cette étrangère avec notre histoire. Mais c'était rassurant de savoir qu'il y avait au moins une personne dans le monde qui semblait se soucier de nous. Les semaines passaient et je continuais à me partager entre m'occuper de Carmencita, tenir mon grand-père à distance et planifier notre fuite. Chaque nuit, après que ma sœur s'endormait, je restais éveillée à réfléchir aux possibilités, aux risques, aux conséquences. J'étudiais le comportement de mon grand-père comme on étudie un prédateur dangereux, ses habitudes, ses moments de vulnérabilité, ses points faibles. J'ai remarqué qu'il buvait toujours plus le premier vendredi du mois, lorsqu'il recevait sa pension. J'ai remarqué que son sommeil était plus lourd lors des nuits chaudes. J'ai remarqué que derrière toute cette brutalité se cachait un vieil homme, et à bien des égards, un homme faible. Un soir, quand j'étais certaine que Carmencita dormait profondément grâce à la tisane de camomille avec une pincée de mélisse que je lui avais préparée, j'ai décidé d'explorer la maison. Mon grand-père avait trop bu au dîner et ronflait maintenant dans sa chambre. Malgré cela, je marchais sur la pointe des pieds, évitant les planches du sol que je savais grinçantes. Je suis entrée dans la cuisine à la recherche de quelque chose qui pourrait nous aider. C'est là que j'ai vu la bouteille, une bouteille en verre foncé que mon grand-père gardait en haut de l'étagère, avec une étiquette faite maison où il était écrit « Poison à rats », en lettres tordues du poison pour les rats qui envahissaient parfois la réserve de maïs. Je suis restée longtemps à regarder cette bouteille, en pensant à la facilité que ce serait. Quelques gouttes dans le mescal qu'il buvait chaque soir, une fin rapide à ce cauchemar. Liberté. Justice. J'ai tendu la main, mes doigts frôlant presque le verre, quand j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retournée brusquement, le cœur dans la gorge, et j'ai vu Carmencita debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les yeux grands ouverts, serrant contre elle la poupée en chiffon que je lui avais faite. « Teka, qu'est-ce que tu fais ?» La question innocente de ma sœur m'a ramenée à la réalité. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Moi qui avais toujours été la responsable, la raisonnable, celle qui... J'obéissais toujours aux règles. Moi, qui n'avais jamais fait de mal à une fourmi par méchanceté, j'étais là à envisager de prendre une vie. Même s'il s'agissait de celle d'un monstre. Même si c'était pour protéger. Est-ce que je pourrais vivre avec cela? Et surtout, est-ce que je voulais que Carmencita vive avec ça, avec le poids de savoir que la sœur qu'elle idolâtrait était capable de quelque chose d'aussi définitif? Rien, petite, répondis-je en baissant la main. Je cherchais juste un remède pour ta toux. Allons nous recoucher, il est tard. En la raccompagnant vers notre chambre, je compris que j'avais besoin d'un autre plan, un plan qui ne tacherait pas mes mains de sang, qui ne transformerait pas une tragédie en une autre encore pire. Un plan qui nous libère sans nous détruire dans le processus. C'est alors que je me mis à repenser à Donia Mathilde et à l'offre qu'elle avait faite. Peut-être qu'il était temps de faire confiance à quelqu'un. Peut-être qu'il était temps de demander de l'aide non pas pour tuer mon grand-père, mais pour fuir loin de lui, pour sauver Carmencita, pour nous sauver. Cette nuit-là, allongée près de ma sœur, je sentis un changement en moi. La colère était toujours là, lourde comme une pierre sur ma poitrine, mais à côté d'elle naissait autre chose. De la détermination. Pas la détermination désespérée de quelqu'un acculé, mais la détermination calme de celle qui a trouvé une voie. Tout ira bien, petite, murmurai-je, même si je savais qu'elle dormait. D'une façon ou d'une autre, on sortira d'ici. Et un jour, cette douleur que tu portes ne sera plus qu'une vieille cicatrice qui ne fait mal que quand il pleut. Et tandis que le vent sifflait dans les fentes de la fenêtre mal calfeutrée, je fis une promesse silencieuse à la mémoire de ma mère. Je ne laisserai pas le monstre qui vivait sous notre toit détruire ce qu'il restait de l'innocence de Carmencita. Je ne le laisserai pas voler notre avenir, comme il avait déjà essayé de nous voler le présent. Je protégerai ma petite sœur de toutes mes forces, même si cela signifiait faire des choses que je n'aurais jamais cru possibles. Parce que parfois, la protection vient de lieux inattendus. Et parfois, la guérison exige des remèdes amers. Et ainsi, dans cette vieille maison entourée d'ombre, deux filles, enlacées contre le monde, commencèrent à planifier non seulement leur fuite, mais leur libération. Nous ne savions pas encore comment cette histoire allait finir, mais nous étions décidés à ne pas être seulement des survivantes, mais les protagonistes de notre propre destin. Le lendemain matin, je pris ma décision.
Après avoir passé toute la nuit à tourner les possibilités dans ma tête, comme on trie des haricots à la recherche de vers, j'ai compris qu'il fallait agir avant qu'il ne soit trop tard. Ce premier lundi de juillet, alors que je servais le café à mon grand-père, j'observais ses mains tremblantes à cause de la gueule de bois, ses yeux rouges injectés, et je sus qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant qu'il ne recommence. Je vais emmener Carmencita avec moi pour laver le linge au ruisseau, dis-je d'un ton léger, évitant de le regarder directement. Il fait beau, l'eau fraîche lui fera du bien pour sa toux. Il grogna quelque chose sans lever les yeux de son bol d'atoll et de son œuf frit. C'était son état normal les matins après une cuite, humeur massacrante, mal de tête, indifférence à tout ce qui ne le concernait pas. C'était le moment idéal pour quitter la maison sans trop de questions. Je préparai un petit paquet avec quelques-uns de nos vêtements, un morceau de pain de maïs de la veille, et la poupée en chiffon de Carmencita. Je cachai le tout dans le panier à linge sale, recouvert des draps que nous étions censés aller laver. S'il nous voyait partir avec un sac, il se méfierait tout de suite. « Viens, petite », appelai-je à Carmencita, qui nourrissait les poules dans la cour. « Aujourd'hui, tu vas m'aider à frotter le linge. » Le chemin jusqu'au ruisseau était long, presque une demi-heure de marche sur un sentier serpentant entre les champs et les broussailles. C'était le même chemin que nous empruntions 2 fois par semaine pour faire la lessive, donc rien ne paraîtrait suspect. Mais au lieu de continuer vers notre lieu habituel, je pris la bifurcation qui menait au village. « Où est-ce qu'on va, Teka ?» demanda Carmencita, troublée par ce changement de direction. « On va faire une visite avant de laver le linge », répondis-je en serrant sa petite main dans la mienne. « Tu te souviens de Doña Mathilde, la dame de l'église qui nous a parlé dimanche dernier? On va chez elle. » Carmencita hocha la tête sans poser d'autres questions. Elle me faisait entièrement confiance, et cela ne faisait qu'alourdir ma responsabilité. Je ne pouvais pas me tromper. Je ne pouvais pas risquer la petite sécurité que nous avions, aussi illusoire soit-elle. Le village était calme à 7 heures matinales. Quelques femmes balayaient les trottoirs devant leur maison. Un chien maigre dormait au milieu de la rue en terre battue. Le boulanger arrangeait du pain frais dans la vitrine de la petite épicerie. Vendre un peu de tout. Personne ne nous prêta vraiment attention. 2 fillettes avec un panier de linge, c'était une scène courante par ici. La maison de Doña Mathilde se trouvait bien au bout de la rue principale, comme elle l'avait dit. C'était une construction simple mais bien entretenue, peinte en bleu clair, avec des pots de fleurs sur le petit perron. Je restai planté devant la porte en bois pendant quelques minutes, le courage vacillant. Et si elle ne me croyait pas? Et si elle racontait tout à mon grand-père? Et si tout empirait encore? « On entre ou pas, Teka ?» demanda Carmencita, impatiente de mon hésitation. Avant que je puisse répondre, la porte de la maison s'ouvrit et Doña Mathilde apparut, vêtue d'un tablier par-dessus une robe simple, ses cheveux gris relevés en un chignon lâche. « Je croyais avoir entendu des voix », dit-elle en souriant vers nous. « Quelle bonne surprise !»« Entrez, entrez. Je viens de faire un pain de maïs, il refroidit encore. » Il y avait quelque chose dans son sourire, dans la manière dont ses yeux ridés nous regardaient sans jugement, qui me donna du courage. J'ouvris la porte et nous entrâmes, Carmencita bondissant devant moi, attirée par la mention du pain. L'intérieur de la maison était aussi chaleureux que sa propriétaire. Meubles simples mais bien conservés, rideaux de dentelle aux fenêtres, un chat noir dormant sur un coussin, l'odeur sucrée du pain tout juste sorti du four mêlé au café frais. « Asseyez-vous » invita-t-elle en désignant la table de la cuisine recouverte d'une nappe brodée. « Je vais servir un café au lait pour toi, Teresa, et un chocolat chaud pour la petite. » Ce temps froid appelle quelque chose de chaud dans le ventre. Pendant qu'elle s'affairait dans la cuisine, je fus surprise qu'elle se souvienne de nos prénoms. Encore plus surprenante était la manière naturelle dont elle nous traitait, comme si notre visite n'était pas inattendue, comme si elle nous connaissait depuis toujours. Après que nous nous fûmes installés, Carmencita déjà à sa 2e tranche de pain, Doña Mathilde me regarda droit dans les yeux. « Maintenant, raconte-moi, ma fille. Qu'est-ce qui vous amène ici si tôt avec ce panier de linge qui ne contient visiblement pas que du linge à laver ?» Je déglutis, surprise par sa perspicacité. Un instant, j'ai envisagé de mentir, de dire que nous faisions juste un détour, mais quelque chose dans son regard, un regard qui disait « je sais, je comprends », brisa mes dernières résistances. Et je lui racontai tout. Je parlais de la mort de notre mère, de comment nous étions arrivés chez notre grand-père, des premiers mois difficiles mais supportables. Et enfin, d'une voix plus basse pour que Carmencita, maintenant en train de jouer avec le chat dans un coin de la cuisine, n'entende pas, je racontais cette nuit terrible et ce qu'il avait fait à ma sœur.
Donia Mathilde écouta tout en silence, hochant la tête de temps à autre. Elle ne montra ni choc ni doute, seulement une compréhension profonde et une colère maîtrisée que je devinais dans les coins crispés de sa bouche. « Vous n'êtes pas les premières, dit-elle enfin une fois que j'eus fini mon récit. Et malheureusement, vous ne serez pas les dernières. Des hommes comme ton grand-père existent partout, cachés derrière des masques de respectabilité, protégés par le silence des communautés, par la peur des victimes. » Il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui me fit comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'empathie, mais d'expérience personnelle. « Que allons-nous faire maintenant ?» demandai-je, la voix tremblante entre la peur et l'espoir. « On ne peut pas retourner là-bas. »« Si tu as raconté tout ça, c'est que vous ne retournerez pas, » affirma-t-elle avec une certitude qui me rassura. « Du moins pas pour vivre sous son toit. Mais vous ne pouvez pas non plus disparaître simplement. Ton grand-père a des droits légaux sur vous, aussi injuste que ce soit. S'il déclare votre disparition, les autorités vous chercheront. » Mon cœur se serra. Je n'y avais pas pensé. Dans ma tête, il suffisait de fuir loin, commencer une nouvelle vie ailleurs. Mais bien sûr, ce ne serait pas si simple. « Alors, il n'y a pas d'issue ?» demandai-je, sentant les larmes que j'avais retenues si longtemps enfin couler. « Je n'ai pas dit cela, » répondit Donia Mathilde en posant sa main sur la mienne. « J'ai dit qu'il faut être plus maligne que lui. Et pour cela, ma chère, il nous faut rendre justice. » Le mot justice flotta entre nous, chargé de sens. Ce n'était pas la justice des commissaires et des juges, qui croient rarement les filles pauvres face à des hommes adultes. C'était une autre sorte de justice, plus ancienne, plus définitive. « Comment ?» murmurai-je. Une partie de moi craignait la réponse. Une autre partie savait déjà ce qu'elle allait dire. De la même manière que des gens comme ton grand-père tombent toujours, à cause de leur propre vice, répondit-elle, les yeux plongés dans les miens. Il boit beaucoup, non ? Et d'après ce que tu dis, il est complètement inconscient certaines nuits. J'acquiesçai, commençais à comprendre où cette conversation nous menait. Les accidents arrivent tout le temps avec des hommes ivres, poursuivit Donia Mathilde, la voix calme, comme si elle parlait du temps. Ils tombent dans des puits, trébuchent sur des pierres, s'évanouissent avec une cigarette allumée et provoquent un incendie. Personne ne remet beaucoup en question ces accidents, surtout quand la victime a la réputation que ton grand-père a. Un frisson me parcourut l'échine. Elle suggérait exactement ce que j'avais envisagé cette nuit-là dans la cuisine, lorsque mes doigts avaient presque saisi la bouteille de poison. Mais entendre ce plan énoncé ainsi, avec tant de froideur, le rendait plus réel, plus effrayant. Je ne sais pas si je peux faire ça, avouai-je, d'une voix à peine audible. Je n'ai jamais dit que tu devais le faire, ma fille, répondit-elle, une énigmatique lueur au coin des lèvres. Il faut simplement que cela arrive. Et certaines choses sont mieux laissées entre les mains de quelqu'un qui a de l'expérience. Je la regardais autrement, percevant désormais les couches de mystère derrière cette femme qui semblait si ordinaire au premier abord. Qui était réellement Donia Mathilde ? Que savait-elle de ces accidents opportuns et de cette justice rendue en secret ? Pourquoi ? demandai-je finalement. Pourquoi nous aiderait-elle ainsi ? Elle nous connaît à peine. Elle resta silencieuse un instant, les yeux perdus vers un point lointain, comme si elle revivait un souvenir. Parce que personne ne m'a aidé, moi, quand j'étais à la place de ta petite sœur, répondit-elle enfin, sa voix chargée d'une vieille douleur. Parce que je me suis promis il y a longtemps que si un jour je pouvais empêcher une autre enfant de traverser ce que j'ai vécu, je ferais tout ce qu'il faut. Et parce que, dans le monde où nous vivons, parfois la seule justice possible est celle que nous faisons de nos propres mains. Je regardais Carmencita, qui jouait innocemment avec le chat, inconsciente de la conversation lourde qui se tenait à quelques mètres d'elle. Je pensais à tout ce qu'elle avait déjà enduré, à la douleur que j'avais vue dans ses yeux cet après-midi-là, au cauchemar qui la réveillait en hurlant. Je pensais aussi à ma mère, à la manière dont elle nous avait protégés tant qu'elle le pouvait, et à comment elle s'attendrait à ce que je continue à veiller sur Carmencita maintenant qu'elle n'était plus là. Que devons-nous faire ? demandai-je finalement, la décision prise. Donia Mathilde sourit. Ce n'était pas un sourire de joie, mais celui d'une détermination partagée. D'abord, vous restez ici aujourd'hui. Je vais envoyer un message à ton grand-père, disant que je vous ai trouvé mal en point sur le chemin du ruisseau et que je vous ai ramené chez moi. Cela nous donne un peu de temps. Demain, tu retourneras chez lui comme si de rien n'était, comme si c'était juste une journée ordinaire. Et Carmencita restera avec moi. Nous dirons qu'elle est encore faible, fiévreuse. Ton grand-père ne s'en formalisera pas.
Il préfère de toute façon que vous ne soyez pas dans ses pattes pendant la journée. Elle se leva, alla jusqu'à une vieille armoire dans le coin de la cuisine, et revint avec un petit flacon en verre foncé. Ceci, expliqua-t-elle, est un extrait de plante que je connais bien. Inoffensif en petite dose, il calme les nerfs, aide à dormir. Mais en dose plus forte, il provoque un sommeil profond, quasi comateux. Et mélangé à de l'alcool. Elle laissa la phrase en suspens, mais j'en compris parfaitement l'implication. Quand il sera complètement inconscient, le reste se produira. Un accident malheureux, une bougie tombée près des rideaux vieux et secs, une chute dans le puits du jardin, une glissade fatale dans l'escalier du cellier. Je n'ai pas encore décidé ce qui sera le plus crédible, mais j'ai jusqu'à demain soir pour y penser. Et après, demandai-je, la gorge sèche d'anticipation. Ensuite, ma chère, vous viendrez vivre ici avec moi, comme mes nièces venues de la capitale. Personne ne posera trop de questions. Je suis veuve. J'ai une petite pension de mon défunt mari, et cette maison est bien trop grande pour une vieille femme seule. Avec le temps, l'histoire de ton grand-père ne sera plus qu'un cas de plus de vieil ivrogne mort par négligence. Et vous deux, vous aurez enfin la chance de grandir en paix, de guérir vos blessures, de vivre l'enfance que vous méritez. Cela semblait trop simple, trop parfait, mais à cet instant, je m'accrochais à ce plan comme un naufragé à un morceau de bois en pleine mer. C'était notre seule chance. Notre seul espoir d'échapper au cauchemar que nous vivions. Et si quelque chose tourne mal, demandai-je, donnant voix à la peur que je n'arrivais pas à repousser complètement. Donia Mathilde serra mes mains dans les siennes, sa poigne étonnamment forte pour une femme de son âge. Rien ne tournera mal, affirma-t-elle avec une assurance absolue. Parce que quand on protège ce qu'on aime, l'univers conspire en notre faveur. Et parce que, ma chère Teresa, ce n'est pas la première fois que je rends justice de cette manière. Cette déclaration aurait dû me terrifier, mais étrangement, elle m'apaisa. Il y avait une force. Cette femme, une détermination féroce qui me rappelait ma propre mère. Et pour la première fois depuis des mois, je sentis que nous n'étions plus seuls au monde, que peut-être, juste peut-être, une sortie existait à notre enfer personnel. Cette nuit-là, Carmencita dormit paisiblement dans un lit doux au drap propre, le chat noir roulé à ses pieds comme un gardien silencieux. Moi, pour la première fois depuis la mort de ma mère, je me permis de pleurer vraiment. Pas des larmes de désespoir ou de peur, mais des larmes de soulagement, d'espoir, et oui, d'une anticipation sombre de ce qui allait venir le lendemain soir. Car s'il y a une chose que j'ai apprise trop tôt dans cette vie, c'est que parfois, on doit devenir le monstre pour vaincre le monstre. Et que dans ce monde injuste, certaines personnes ne comprennent que le langage de la violence qu'elles ont elles-mêmes enseigné. Le lendemain matin, je me réveillai avant l'aube, le cœur battant dans ma poitrine comme un tambour en jour de fête. Donia Mathilde était déjà dans la cuisine, préparant un atoll d'avoine à la cannelle qui emplit la maison de son arôme réconfortant. Carmencita dormait encore, recroquevillée comme un petit animal sous les draps propres, le visage enfin serein, sans les rides de préoccupation qui s'y étaient installées ces derniers temps. « Tu es prête ?» demanda Donia Mathilde en me tendant une tasse de café noir et fort. « Non, répondis-je honnêtement, mais je vais faire ce qu'il faut quand même. » Elle sourit de son air énigmatique, les yeux brillants d'une sagesse ancienne. « C'est comme ça que fonctionne le vrai courage, ma fille. Ce n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. » Je mangeais en silence, essayant de contrôler le tremblement dans mes mains. Le petit flacon que Donia Mathilde m'avait montré la veille reposait maintenant dans la poche de ma robe, pesant comme une pierre, me rappelant à chaque instant ce que j'étais sur le point de faire. Avant de partir, je me rendis dans la chambre où dormait Carmencita. Je l'embrassai doucement sur le front, inspirant l'odeur de ses cheveux, gravant dans ma mémoire son image paisible et protégée. « Je reviendrai bientôt, petite, murmurai-je, et quand je reviendrai, on commencera une nouvelle vie, je te le promets. » Le chemin du retour vers la maison de mon grand-père ne m'avait jamais semblé aussi long. Chaque pas était comme lutter contre un vent puissant, chaque mètre gagné par l'âme plus que par le corps. J'avais avec moi seulement le panier de linge, contenant quelques pièces propres que Donia Mathilde avait préparées pour maintenir l'apparence de normalité. Quand j'arrivai, mon grand-père était assis sur le porche en train de fumer sa cigarette roulée, les yeux plissés à cause du soleil du matin. Il ne semblait pas particulièrement préoccupé par notre absence de la nuit. Le message que Donia Mathilde avait envoyé par le fils du boulanger, expliquant que nous étions chez elle parce que Carmencita ne se sentait pas bien, avait suffi à apaiser tout soupçon. « Où est la petite ?» demanda-t-il en me voyant. Sa voix était rauque à cause du tabac et du mescal de la veille.
Elle est encore chez Doña Mathilde, répondis-je sans le regarder. La fièvre ne veut pas tomber. Elle a préféré qu'elle reste là encore un jour. Il grogna en guise de réponse, sans montrer ni inquiétude ni soulagement. Pour lui, Carmencita n'était qu'un fardeau de plus, une bouche inutile à nourrir ou pire, un objet de ses plus bas instincts. Cette pensée fit bouillir mon sang, et je dus me concentrer pour garder une expression neutre. « Y a à manger ?» demanda-t-il en écrasant sa cigarette sur le sol en terre. « Pas encore. Je vais m'en occuper tout de suite. » La journée se déroula dans une tension que seul moi ressentais. Je fis les tâches habituelles, cuisiner, nettoyer, nourrir les animaux, désherber un coin du potager. Mon grand-père alla au champ, comme tous les jours. Il revint pour le déjeuner. Puis il repartit pour vérifier une clôture cassée dans le pâturage. Tout semblait si normal, si quotidien, alors qu'à l'intérieur, je bouillonnais d'anxiété et de détermination. Dans l'après-midi, je préparai avec un soin particulier le dîner qui serait le dernier. J'abattis une grosse poule. Je fis un ragoût avec de la courge et de la coriandre. Je cuis un pain de maïs au feu de bois. Je voulais que ce soit un repas spécial, non par considération pour lui, mais parce que j'avais besoin qu'il mange bien, qu'il boive beaucoup, qu'il soit repu et somnole. Quand il rentra en fin d'après-midi, l'odeur de la nourriture imprégnait déjà toute la maison. Je vis ses yeux briller de gourmandise en découvrant la table dressée, la poule dorée au centre, la bouteille de mescal placée stratégiquement à portée de sa main. « C'est quoi cette occasion ?» demanda-t-il, méfiant. Il n'était pas habitué à autant d'égards. « Rien de spécial, » répondis-je d'un ton de domo en remuant quelque chose au feu pour qu'il ne voie pas mon visage. « J'ai juste pensé que vous méritiez un bon dîner après avoir travaillé toute la journée à réparer cette clôture. » La mention de son « dur labeur » apaisa toute suspicion. Les hommes comme mon grand-père fondent dès qu'on les flatte, surtout quand cela vient de femmes qu'ils considèrent comme inférieures. Il s'assit à la table avec un sourire satisfait, remplissant déjà un premier verre de mescal. « Tu devrais faire ça plus souvent, » dit-il entre deux bouchées. « C'est drôlement bon. »« Oui, monsieur, » acquiesçai-je en lui resservant, m'assurant que son verre reste toujours plein. Pendant qu'il mangeait et buvait, je restais occupé en cuisine. J'attendais le bon moment. Il fallait qu'il soit assez ivre pour ne pas remarquer l'amertume légère que le contenu du flacon allait ajouter à la boisson, mais pas au point de sombrer avant d'en avoir bu assez. Le moment arriva lorsqu'il entama son troisième plat, à la moitié de la bouteille. Ses yeux étaient vitreux, sa parole devenait pâteuse, mais il était encore assez lucide pour manger avec plaisir. « Je vais chercher plus de mescal, » annonçai-je en prenant la bouteille presque vide. Je me rendis à la cuisine. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. De mes mains tremblantes, je sortis le flacon de ma poche, l'ouvris, et en versai tout le contenu dans la bouteille neuve que j'avais mise de côté. Je l'agitai pour bien mélanger, respirai profondément plusieurs fois pour me calmer, puis retournai dans la pièce principale. « Une bouteille toute neuve », dis-je en la posant à côté de lui. Il ne remercia même pas. Il se contenta de remplir son verre et but une longue gorgée d'un trait. Je me forçai à ne pas détourner le regard, à ne rien laisser paraître du tumulte intérieur qui me rongeait. « La bouffe est trop bonne aujourd'hui », murmura-t-il, déjà bien entamé. « J'aurais dû tuer ta mère plus tôt, si j'avais su que tu cuisinerais comme ça. » Cette phrase, jetée sans réfléchir, dans la crudité de l'ivresse, fut comme un coup de poignard. C'est donc ainsi qu'il voyait les choses. Que la mort de ma mère avait été un bénéfice parce que j'étais devenue une meilleure cuisinière. La haine que je ressentis à cet instant faillit me faire perdre le contrôle, faillit me faire hurler toutes les vérités coincées dans ma gorge. Mais je me retins. Ce n'était pas le moment pour une explosion émotionnelle. C'était le moment de patienter, d'observer, de m'assurer que tout se déroule comme prévu. « Je vais ranger la cuisine », dis-je en m'éloignant de la table. « Mettez-vous à l'aise. » Il n'écoutait déjà plus. Ses yeux étaient mi-clos, sa tête commençait à pencher en avant. L'effet du mélange était plus rapide que je ne l'avais prévu. Ou peut-être était-ce simplement la combinaison de la fatigue, d'un ventre plein, et d'un alcool fort. Je l'observais tandis qu'il luttait pour rester éveillé, remplissant un dernier verre par habitude. Sa main tremblait, renversant une partie de la boisson sur la table. Finalement, après quelques minutes de plus, sa tête tomba vers l'avant, le verre glissa de ses doigts et roula sur la table. Je m'approchai prudemment. « Grand-père » appelai-je doucement. Pas de réponse. « Grand-père » répétai-je plus fort, en secouant son épaule. Rien. Il était totalement inconscient,
un ronflement lourd sortant de sa bouche entr'ouverte, un filet de bave coulant du coin de ses lèvres. Je courus à la fenêtre et allumai le quinquet, que je plaçai sur l'appui comme nous l'avions convenu. Le signal pour Donia Mathilde. C'était le moment. Puis je m'assis sur la chaise en face de lui et attendis, observant le visage de cet homme qui avait transformé notre vie en cauchemar. Je ne sais combien de temps s'écoula avant que je n'entende des coups légers à la porte arrière. En ouvrant, Donia Mathilde était là, habillée de noir, aussi silencieuse qu'une ombre. « C'est fait ?» demanda-t-elle en entrant dans la cuisine. « Oui », répondis-je, en désignant la salle à manger. « Il dort profondément. Même un tremblement de terre ne le réveillerait pas. » Elle hocha la tête, les yeux brillants d'une détermination que je n'avais jamais vue chez personne. « Bien. Maintenant va à la maison et ramène tes affaires et celles de Carmencita. Juste l'essentiel. Laisse le reste. » « Et qu'est-ce que ?» commençai-je à demander, mais elle m'interrompit d'un geste. « Moins tu en sauras, mieux ce sera. Va. Et quand tu reviendras chez moi, console ta sœur. Elle s'est réveillée après ton départ et elle est inquiète. » J'obéis sans discuter. Il y avait dans sa voix, dans la fermeté de ses ordres, quelque chose qui ne laissait aucune place au doute. Je me rendis dans notre chambre et remplis un sac avec nos quelques vêtements, la poupée de chiffon de Carmencita que j'avais oubliée, la vieille Bible de notre mère, et la photo jaunie que nous gardions comme un trésor. Quand je revins à la cuisine, Donia Mathilde n'était plus là. J'entendis, profonde, enracinée dans le silence et la mémoire. Des fois, la justice ne vient pas de juges, mais de femmes avec du courage et une volonté de réparer le monde à leur manière. J'entendis des bruits provenant de la chambre de mon grand-père, le son de tiroirs ouverts, d'objets déplacés. Quelques minutes plus tard, Donia Mathilde réapparut, glissant quelque chose dans la poche de sa robe. Je ne vis pas ce que c'était. « Allons-y », dit-elle simplement. Nous sortîmes par la porte arrière, que nous fermâmes silencieusement derrière nous. La nuit était claire, avec une lune presque pleine illuminant le chemin. Nous marchâmes en silence sur le sentier qui menait de nouveau au village. Je portais notre petit paquet, elle marchait devant moi, d'un pas sûr, comme si elle connaissait chaque pierre du chemin, même dans la pénombre. Nous approchions de la rue principale quand un bruit sourd retentit derrière nous, suivi d'une lueur orange vif qui déchira l'obscurité. Je me retournai instinctivement et vis les flammes hautes, féroces, incontrôlables dévorer la maison où nous avions vécu ces derniers mois. La maison où mon grand-père, inconscient à cause de l'alcool et de la drogue, était probablement encore assis à table. « Ne te retourne pas », ordonna Donia Mathilde en serrant mon bras avec force. « Ce qui est fait est fait. À présent, on ne regarde que vers l'avant. » Le reste de cette nuit est flou dans ma mémoire. Je me rappelle être arrivé à la maison de Donia Mathilde, voir Carmencita réveillée, assise dans le salon, serrant le chat noir contre elle, les yeux grands ouverts d'inquiétude. Je me rappelle qu'elle courut vers moi dès qu'elle me vit, l'odeur sucrée de ses cheveux, la chaleur de son petit corps maigre contre le mien. « Où étais-tu, Teka ?» demanda-t-elle, la voix brisée par des sanglots retenus. « J'ai eu peur que tu ne reviennes pas. Je suis là maintenant, ma petite, répondis-je en tenant son visage entre mes mains. Et je ne te laisserai plus jamais seule. Plus jamais. Tard dans la nuit, alors que Carmencita dormait profondément, on frappa à la porte d'entrée. Donia Mathilde, qui était assise avec moi dans la cuisine à boire une tisane, se leva tranquillement. « Ça doit être le commissaire », dit-elle en lissant son tablier. « Reste ici. Laisse-moi parler avec lui. » Depuis l'ombre de la cuisine, j'écoutais la conversation dans le couloir. Le commissaire, un homme d'âge moyen à la voix grave et à l'accent marqué, racontait l'incendie, comment la maison avait été entièrement détruite, comment ils avaient trouvé un corps carbonisé dans les décombres, vraisemblablement celui de mon grand-père. « Une tragédie », dit Donia Mathilde, sa voix chargée d'une tristesse que je savais totalement feinte. « Ce vice de l'alcool, combien de vies a-t-il déjà emporté ? Il s'est probablement endormi avec une cigarette allumée. »« Probablement », répondit le commissaire. « Et les fillettes, ces petites filles ? Vous savez où elles sont ? » ?»« Ici avec moi, » répondit-elle aussitôt. La petite était malade. Je les ai amenées ici pour quelques jours, le temps qu'elles se rétablissent. Heureusement qu'elles n'étaient pas là au moment du drame. « Heureusement, » répéta le commissaire. « Et maintenant, qu'adviendra-t-il d'elles ? » « Elles resteront avec moi, bien sûr, » affirma Donia Mathilde, avec un calme plein d'assurance. « Je suis veuve, j'ai de la place, et j'ai toujours voulu avoir des filles. Ce sont deux bonnes petites qui ont déjà trop souffert. Elles méritent un foyer,
Une vraie famille. Il y eut un silence, et j'imaginais le commissaire pesant la situation. Finalement, je l'entendis dire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour officialiser leur garde, venez me voir. Merci, commissaire. Et maintenant, si vous le permettez. Il est tard et j'ai 2 fillettes à consoler demain lorsqu'elles apprendront la nouvelle. Lorsque la porte se referma et que Donia Mathilde revint dans la cuisine, nos regards se croisèrent dans la pénombre. Il n'y avait pas besoin de mots. Elle savait que j'avais tout entendu. Et je savais qu'elle avait fait exactement ce qu'elle avait promis. Nous libérer, nous offrir une nouvelle chance, une nouvelle vie. Va te reposer, dit-elle doucement. Demain, une grande journée nous attend. Nous avons toute une vie à reconstruire. Et ainsi commença notre renaissance. Dans les jours qui suivirent, nous jouâmes le rôle des orphelines endeuillées, recevant les condoléances des villageois, la tête basse, les yeux embués. Personne ne remit en question la version officielle. Un vieil ivrogne endormi avec une cigarette. Une tragédie malheureuse, mais prévisible. Personne ne le regretta vraiment non plus. Mon grand-père n'était pas apprécié dans la communauté, avec sa rudesse et ses habitudes solitaires. Avec le temps, nous nous sommes adaptés à notre nouvelle vie avec Donia Mathilde. Carmencita recommença à sourire, à chanter, à jouer comme l'enfant qu'elle était. Les cauchemars ne disparurent pas complètement, certaines blessures sont trop profondes pour guérir sans laisser de marques, mais ils devinrent moins fréquents, moins violents. J'appris l'art de la guérison avec Donia Mathilde, non seulement avec des herbes et des remèdes naturels, mais aussi avec la guérison de l'âme, de l'esprit. J'appris que parfois, rendre la justice nécessite. Faites de nos propres mains, surtout quand le monde ferme les yeux sur la souffrance des plus faibles. Les années ont passé. J'ai grandi, je suis devenue femme, j'ai appris l'art de la broderie auprès de Donia Mathilde, et plus tard, j'ai ouvert mon propre atelier dans une grande ville. Carmencita a obtenu son diplôme d'institutrice, réalisant le rêve que notre mère avait eu pour moi. Elle s'est mariée, a eu des enfants, a vécu la vie pleine qu'elle méritait. Donia Mathilde nous a quittés quand j'avais 31 ans. Elle est partie paisiblement dans son sommeil, de la même manière calme et déterminée qu'elle avait vécu. Elle nous a laissé la Maison Bleue, avec ses connaissances, ses livres, ses recettes de remèdes et de poisons, et cette sagesse que seules les femmes ayant connu le pire et survécu possèdent. Aujourd'hui, à 85 ans, en regardant en arrière, je ne ressens aucun remords pour ce que nous avons fait cette nuit lointaine de juillet. Je ressens seulement la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait pour protéger ma petite sœur, pour honorer la mémoire de ma mère, pour garantir qu'une nouvelle génération de filles ne grandisse pas sous l'ombre de la peur et de la violence. Certaines personnes me traiteraient de meurtrière si elles connaissaient cette histoire. D'autres peut-être comprendraient. Les jugements ne m'importent plus. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que justice et loi ne marchent pas toujours main dans la main, et que parfois, les mains qui sauvent sont aussi celles qui doivent détruire. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette histoire, mon cher, je veux te remercier du fond du cœur. Ce n'est pas facile d'écouter des récits comme celui-ci, mais il est important qu'ils soient racontés, que ces secrets soient révélés pour que d'autres filles, dans des situations similaires, sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'il existe une sortie, une guérison, un avenir au-delà de la douleur. Si cette histoire a touché ton cœur d'une quelconque manière, je te demande de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. Chaque abonnement nous aide à toucher plus de personnes, à donner une voix à celles et ceux qui ont été réduits au silence trop longtemps. La vie peut nous briser de 1000 façons, mes chers, mais choisir de rester brisé ou de rassembler les morceaux pour créer quelque chose de nouveau, de beau, de significatif, ce choix nous appartient toujours. Et tant qu'il y aura l'une d'entre nous pour raconter l'histoire, pour transmettre la sagesse acquise dans le feu de l'adversité, aucune souffrance n'aura été complètement vaine. Que Dieu bénisse chacun de vous qui m'écoutez, et que jamais ne vous manque le courage de faire ce qu'il faut quand le moment sera venu. T.